Gérard Vespierre, vous êtes analyste géopolitique et fondateur du média Le Monde Décrypté. Bonjour, oui. On voit ces images, alors qui n'ont pas été véritablement authentifiées, qui sont envoyées par le ministère de la Défense russe. Donc on prend beaucoup de précautions sur ces images. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'effectivement, c'est un drapeau russe présenté dans Pokrovsk, mais ça ne veut, peut-être un secteur de Pokrovsk, mais ça ne veut pas dire que toute la ville est prise par les Russes? Alors, est-ce qu'on peut continuer à prendre un peu plus de champ? Parce que la ville de Pokrovsk, elle fait partie d'un district, d'un oblast, comme on dit, celui de Donetsk. Or, figurez-vous que l'administration russe a déclaré que l'ensemble du territoire, l'ensemble de l'oblast de Donetsk était sous contrôle russe et a pris la décision de russifier l'oblast. Or, il n'en occupe, après 3 ans et 9 mois de guerre, que 80%. Il leur manque encore Pokrovsk, il leur manque Kramatorsk, etc., etc. Donc voyez-vous que ce que l'on présente comme une démonstration de force de la Russie, après 3 ans et 9 mois de guerre, après avoir pris des décisions juridico-politiques en disant ce territoire est à nous, il n'en possède encore que 80%, seulement la 3e armée du monde, voyez-vous. Donc il faut prendre, c'est pour ça que je disais, un peu de champ. On a le nez là sur le drapeau russe, mais ce sont justement des images destinées à capter notre attention, à la focaliser sur finalement un artifice de communication et non pas une réalité militaire et géopolitique. Gérard Vespierre, effectivement, ce message, il est clair, en treillis, comme ça, nous, on est prêts à continuer la guerre? J'évoquais tout à l'heure la communication sur le drapeau, donc maintenant on a la communication sur le président. Il y a 2 chiffres qui ont été effectivement présentés depuis quelques minutes. Les 700 km² auxquels Alban vient de faire allusion, ça représente 1,5 millième du territoire ukrainien. D'accord ? Deuxième chiffre qui a été présenté, c'est les 19% contrôlés par la Russie. Mais dans ces 19%, il y a déjà la Crimée qui est sous contrôle russe depuis 2014. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 15% du territoire ukrainien qui a été conquis par l'armée russe depuis 3 ans et demi. Et donc si vous regardez les images de cartes auxquelles Alban faisait allusion, à savoir à la fin du mois de mars ou au mi-mars 2022, l'armée russe était à 30 km de Kiev. Elle avait pénétré l'Ukraine sur 4 axes. On s'attendait à la chute du pays. Donc voyez-vous, quand on parle d'objectifs atteints, quand on parle de victoire, il faut se remémorer la dynamique de cette guerre. Finalement, les Russes ont été mis sur un reculoir le long de la mer Noire. Et malheureusement, pour les Européens et pour les Ukrainiens, c'est au détriment des soldats qui se battent. Et les Européens, maintenant, leur challenge, il est très simple. C'est... S'il y a un cessez-le-feu, il faudra qu'ils envoient très rapidement, des troupes, garantir ce cessez-le-feu. S'ils ne le font pas, les Ukrainiens se retrouveront tout seuls. Alors les bonnes paroles, on en voit les limites, si vous voulez. On fournit bien sûr de l'argent, du matériel, mais ça ne suffit pas. Il faut une présence militaire pour garantir le cessez-le-feu. S'il n'y a pas cette présence... force de réassurance dont on parle depuis plusieurs mois maintenant. Il faut bien préciser que tout ceci ne constitue que des hypothèses, n'est-ce pas ? Quand on dit les Américains, on ne sait pas du tout à quel jeu ils jouent et à quoi ils veulent finalement aboutir. Surtout quand on voit la volatilité de Donald Trump. Tout à fait, parce que la double opération sur le Venezuela, comme il vient d'être très pertinemment évoqué, eh bien c'est quand même très très important. Parce que le Venezuela, c'est pas la drogue. Le Venezuela, c'est le premier allié de la Russie depuis 30 ans en Amérique centrale, dans l'hémisphère américain. Donc, y a-t-il une corrélation ? Vous voulez progresser vers l'Ukraine, eh bien nous pouvons progresser vers le Venezuela. Mais donc c'est un message envoyé à la Russie. Et vous privez absolument. Et j'ai déjà dit depuis plus de 15 jours sur ce plateau, il y a un grand jeu géopolitique. Reprenons à nouveau du champ, comme je le précisais tout à l'heure. Ne restons pas le nez sur la vitre. Mais si vous regardez le globe, effectivement, vous voyez ces 2 combats à 7 000 ou 8 000 ou 10 000 kilomètres de distance, mais qui sont rapprochés par les 2 interlocuteurs, Russie et États-Unis. Il y a à peu près 25 000
je dirais, soldats possibles européens à partir de 16 pays différents pour effectivement constituer une opération de réassurance et une présence de ces 25 000 soldats en Ukraine après un cessez-le-feu. Donc, là, effectivement, la grande étape à accomplir, c'est d'abord la paix et le cessez-le-feu. Colonel ? Oui, alors moi je suis assez d'accord. On peut être assez pessimiste parce que les traités de paix avec des pays totalitaires sont des chiffons de papier. En fait, nous on dira chouette, il y aura la paix parce que la guerre s'arrêtera en Ukraine. Tant mieux pour les Ukrainiens et tant mieux pour les soldats russes. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire que dans 2-3 ans, et là je reviens sur ce que disait le général Mandon il y a une semaine, dans 2-3 ans, les Russes on les reverra ailleurs, c'est-à-dire attaquer une république balte ou la Moldavie. Mais là c'est l'OTAN. C'est pas du tout le même discours. Oui, c'est pas du tout la même stratégie. Si les Américains s'éloignent de l'OTAN, sans les États-Unis, il y a 90 000 soldats américains aux États-Unis, en Europe, et l'Europe est le premier marché. Mais il y a de moins en moins de soldats américains en Europe, puisque beaucoup sont partis. Non, pas du tout. Regardez bien, il y a beaucoup de forces américaines qui sont parties. Connaissez-vous les statistiques ? Ils étaient 60 000 sous Obama. Obama les a fait passer à 80 000. Ils sont montés jusqu'à 100 000, 110 000 au début de la guerre en Ukraine. Maintenant, ils sont redescendus entre 90 et 100 000. Donc, il y a 100 000 soldats américains en Europe. C'est énorme. Parce que l'Europe est le premier marché économique, industriel des États-Unis en dehors de leur propre pays. Ils ne peuvent pas se payer le luxe d'abandonner cela. C'est pas l'Asie en termes de débouchés. 30% des logiciels... Mais ils aimeraient bien aussi investir en Russie. C'est-à-dire que... Exactement. Pourquoi ? Mais il n'y a que 145 millions d'habitants et puis 130 dans 15 ans. Il y a beaucoup de ressources naturelles en Russie aussi. Mais on en aura de moins en moins besoin du pétrole et du gaz. Et de toute façon, les États-Unis ont leurs propres ressources dans ce domaine. Alban.